Thank you. Two-hander from Mario Pezzini. Yes. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'en vérité, le thème démographique, au moins pour une de ces aspects, a été évoqué à plusieurs reprises, entre autres par le ministre Lalimi. Et je pense qu'il a pris la figure des jeunes. Or, essayons de parler, pour un aspect de la question des jeunes, celui qui concerne l'Afrique. Aujourd'hui, il y a 200 millions de jeunes en Afrique, c'est le continent le plus jeune. Ils vont doubler, arriver à 400 millions en 2045. Donc la question qui va se poser est quelle est la capacité d'absorption en termes aussi de travail pour ces jeunes. C'est là qu'on va créer des espoirs sur les nouvelles générations. Alors, traditionnellement, la demande des jeunes s'est adressée en Afrique au secteur public. Il n'y a pas une capacité d'absorption du secteur public dans ce domaine. On a fait un calcul, si en Égypte on veut répondre à l'offre de travail qui va se générer dans les années prochaines, il faut créer chaque année 190 000 jobs dans les prochaines 10 années. Ce n'est pas possible. Alors, on peut penser que les investissements étrangers peuvent donner une réponse à cette question. Mais en vérité, bien qu'ils contribuent à la création d'emplois, ils ne vont pas avoir la force pour absorber toute cette offre. Donc, la réponse ne peut qu'être dans le secteur des petites et moyennes entreprises qui citait la première oratrice de cette table ronde. Mais comment les rendre forts et capables d'absorber cette nouvelle offre de travail? On revient donc à un point fondamental qui me semble avoir caractérisé la discussion cet après-midi, qui est quel doit être l'agenda en termes de discussion sur les politiques de cette table ronde. Et ça confirme un petit peu mon impression. Un des points dans l'agenda est le point qui concerne les politiques qui renforcent la structure productive et entre autres donc une sorte de nouvelle politique industrielle. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que la première intervenante de notre séance, Madame Myriam Ben Salah Chakroun, avait justement bien insisté dans le cadre du Maroc en particulier sur l'importance des petites et moyennes entreprises. Donc finalement, je vous donne la parole. Je ne vous vois pas complètement, mais vous avez la parole. C'est la première fois que je vois mon ami Georges et ne pas me reconnaître. Oui. C'est mes pauvres yeux. C'est pas moi. Moi, je t'ai reconnu. C'est mes pauvres yeux. Okay. J'aimerais juste poursuivre la réflexion de Jean-Claude Thébault tout à l'heure sur la globalisation et l'interdépendance. Et je crois que c'est très important. Un grand joueur de football, de baseball américain disait toujours « Forecasting is difficult, particularly about the future ». Et donc, je dois assumer un peu un certain scepticisme quant au mantra actuel sur le grand basculement des plaques tectoniques, économiques, etc., d'un côté et de l'autre. Je suis assez vieux pour avoir déjà vu ce film. Dans les années 60, c'était l'Union soviétique qui allait manger le monde. Dans les années 70, le Brésil croissait à 10-14% parfois. Dans les années 80, c'était le Japon qui achetait Columbia Pictures. Et maintenant, c'est la Chine. Alors, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la crise, finalement, est en train d'arriver dans les pays émergents. Et elle est en train d'arriver. Ils ont réussi à s'en sortir pendant quelque temps en utilisant des fonds publics qui avaient des grandes réserves avec des dépenses publiques, mais ça, c'est un one-shot. Aujourd'hui, on est devant la difficulté de comment sortir de cette affaire. Tous les pays ont des problèmes. Et ils ont des problèmes particulièrement à cause du modèle économique qui a permis leur succès. Et ce modèle économique est un modèle de niche spécifique à l'intérieur des grandes chaînes de valeur transnationales très interdépendantes. Le Brésil a réussi son modèle interne parce qu'il a réussi à bénéficier d'un immense marché et des prix des matières premières qui lui ont donné assez d'argent pour pouvoir faire des politiques sociales. L'Inde a réussi à se développer à cause des services pour les grandes multinationales et les grandes chaînes de valeur. La Chine achète des matières premières, achète des composants, y compris aux États-Unis et en Europe, fait le produit final et le vend où? En Europe et aux États-Unis. On oublie toujours que 35% du marché de consommation mondial, c'est les États-Unis tout seuls. L'Europe
toute seule, c'est 32%. Les deux ensemble, c'est 2/3 de la consommation mondiale. S'il n'y a personne pour consommer, il n'y a pas de chaîne de production. Donc aujourd'hui, l'ensemble des pays, Chine comprise, est devant un problème, c'est que si le Nord, ce Nord-là, commence à diminuer et n'arrive plus, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Et ça pose la question du modèle de développement. D'autant plus qu'il y a un deuxième élément que j'aimerais rajouter. Aujourd'hui, et ça part des États-Unis, il y a toute une série d'innovations qui vont arriver sur le marché dans 5-10 ans maximum, qui vont bouleverser l'ensemble de la manière de fabriquer les produits et les chaînes de production. C'est le computer-based fabrication, mass customization, 3D printers, etc., qui vont bouleverser l'ensemble de ces chaînes. Donc je crois que dans notre réflexion ici, il faut commencer à réfléchir non seulement sur le développement en général, mais sur les modèles de développement possibles dans un monde qui est en train de changer très rapidement, non pas tel qu'on le croit, mais dans un approfondissement des interdépendances et un changement de la manière de fabriquer et de distribuer la richesse dans le monde. Et ça, je crois que c'est l'une des questions essentielles. Et par rapport à ce que dit mon ami Georges sur la possibilité d'un groupe d'économistes qui travaillerait sur ça, je pense que ça, c'est un des thèmes centraux, c'est d'aller au-delà de la question du développement, comme dit tout à fait Victor Borges, et dire quel modèle aujourd'hui est possible dans un monde qui est en train de changer sa manière de produire et de distribuer. Merci. Merci beaucoup, Alfredo. Et encore une fois, tu me pardonnes, mais c'est une limitation purement physique. Je te voyais, mais maintenant je te vois mieux. Et ta contribution est tout à fait utile, au point que je suis prêt à donner la parole qui m'a été demandée au dernier orateur. C'est, là encore, mes pauvres yeux, qui a demandé, il y a un drapeau là qui est levé, il y en a deux, alors, on commence par le plus lointain, ça ne vous dérange pas? Je vais terminer la séance en parlant de la proximité. Donc. Merci, c'est Reinaldo Figueiredo qui parle. Oui, certainement, il faut parler de la globalisation et de l'interdépendance. Mais ce sont deux phénomènes, ceux que nous avons aujourd'hui, qui n'ont pas démarré ensemble. La première, la globalisation, a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la récupération de l'Europe, et elle a été entreprise par les compagnies pétrolières. Nous les avons vécues au Venezuela, très clairement, et nous nous sommes débrouillés pour essayer de voir comment on rétablissait un équilibre ayant les ressources que nous avons dans le domaine de l'énergie. Mais je voudrais plutôt faire un commentaire ou des commentaires sur le début de la session, parce que j'ai trouvé que les deux premiers orateurs ont bien initié la session de cet après-midi. La première, Madame Myriam Ben-Salah Chahroum, et le deuxième, Mario Pesini, de l'OCDE. L'une a parlé de la compétitivité et elle posait la question comment construire une compétitivité partagée. Elle a parlé aussi des PME, elle a parlé aussi de la responsabilité sociale. Mario Pesini, à son tour, a parlé de la productivité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'une va ensemble avec l'autre, mais ce n'est pas la même chose. Et il a parlé du centre de gravité et des jeunes personnes qu'il faut utiliser. Moi, je voudrais soulever un problème que mon ami le ministre Lahlimi connaît bien, puisque quand on préparait la première session d'ici de Skirat, on parlait de la globalisation, libéralisation et développement humain. Humain, je souligne humain, durable. Je suis plutôt de ceux qui partagent le critère d'un grand économiste indien. Et je dirais que le problème
peut s'aborder en mesurant d'un côté la productivité et dans l'autre axe l'efficacité sociale. Si on revient même aux économistes du début du siècle dernier et du siècle avant, avec Vilfredo Pareto, comment faire ces courbes d'indifférence pour trouver, non pas dans le microéconomie, le point optimum, mais comment faire si on aborde le sujet de l'Atlantique, de nous assurer que nous ne démarrons pas au même niveau. Les pays du Sud sont à un niveau différent que les pays du Nord. Alors le partage, les volontés, les normes, tout cela, c'est très important, mais il faut tenir en considération que peut-être nous sommes moins bien placés au Sud, même si on est dans le même bateau. Merci. Merci beaucoup pour cette défense de la dimension historique et humaine de notre projet. Et je donne la parole à Patrice Cardot, français. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vois que se dessine progressivement une orientation aux travaux de ce forum qui consiste à inviter finalement à faire preuve d'audace, mais en même temps de sens des responsabilités et d'une obligation de résultat, en modérant les ambitions finalement de notre exercice. Je pense qu'effectivement, ça c'est la bonne voie. Mais elle ne doit pas être exclusive de toute autre voie porteuse d'une utopie tout aussi importante, qui consiste à faire en sorte que si nous croyons effectivement à la nécessité d'une gouvernance mondiale, cet espace atlantique ou cette communauté en construction doit participer à faire en sorte que les organisations internationales malades retrouvent un nouvel essor, que ce soit l'OMC, dont on sent bien que petit à petit les espaces régionaux ou les grandes puissances ont tendance à la contourner par des accords bilatéraux, que ce soit le processus de Doha, on voit bien qu'on a des beaux agendas mais peu de résultats, que ce soit la gouvernance internationale du type G20, dont la création a été appréciée comme étant absolument indispensable, mais il faudrait faire en sorte que, si nous y croyons, notre espace commun atlantique participe peut-être à établir un échelon intermédiaire permettant un dialogue préparatoire à la tenue des grands exercices de ces organisations internationales. Si je prends l'exemple, par exemple, de la monnaie, des enjeux monétaires, on voit bien que nous sommes dans l'espace atlantique en présence d'un jeu d'acteurs monétaires internationaux qui ne participent pas toujours à faire en sorte que la globalisation produise ses meilleurs résultats. Quand on inscrit à l'agenda de Doha des questions systémiques, quand on inscrit à l'agenda du G20, difficilement d'ailleurs, les questions monétaires, ne croyez-vous pas qu'il serait utile de pousser notre ambition dans notre communauté atlantique, enfin cette initiative, à mettre déjà ensemble, dans un premier tour de table préparatoire, les acteurs de ces jeux monétaires? J'ai à côté de moi un éminent économiste brésilien. Nous avons ici d'éminents économistes anglais. Nous avons d'éminentes autorités de l'Union européenne. Nous avons d'éminents spécialistes américains. Ne croyez-vous pas que quand nous nous présentons en ordre dispersé dans les organisations internationales, nous ne sommes pas au rendez-vous de nos aspirations et de nos obligations? Merci beaucoup. Conclure en insistant sur les points pratiques qui ont déjà été retenus, les réseaux des chefs d'entreprise, les YPOs dont a parlé l'ambassadeur Swartolide ce matin, le réseau des historiens proposé par deux Hollandais, l'un d'eux
enseignant aux États-Unis, ajouter les économistes, et cela a été accepté par Alfredo Valadão, qui est plus qu'un économiste, il est tout. Donc ça, c'est les côtés pratiques. Moi, pour conclure, je voudrais vous donner 3 points qui me semblent être matière de réflexion à divers niveaux. Commençons donc par ce point de la modification de l'économie mondiale et tout ce qui revient du fait qu'on ait réussi à la mesurer, les metrics de nouveau, comme l'a fait Angus Maddison dans ce travail qu'il a fait pour le Centre de développement, qui s'appelle « The West and the Rest ». C'est devenu un titre tellement prenant que même Niall Ferguson, l'historien d'Harvard, s'y prend. Bon, moi, je pense que c'est beaucoup plus dynamique et complexe que ça, et moi, je propose, au lieu « The West and the Rest », « The East and the Beast ». Pourquoi? Parce que le fait est que, du point de vue mondial, nous avons en ce moment, d'un côté, une globalisation, mais d'un autre côté, une menace pas très claire de ce qui vient de l'Est. L'ancien ambassadeur de Chine à Paris, qui a participé au forum de Skirat en 2009, a donné un témoignage saisissant de l'importance de l'Atlantique. Il a dit « L'Atlantique est très important et nous ne sommes pas atlantiques. Donc être capable de regarder de l'extérieur est essentiel. » Mais East, c'est aussi permettez-moi de le dire, une philosophie où la consommation de plus en plus grande n'est pas la seule chose. Une philosophe française un peu méconnue, je m'excuse, pas comme l'autre du je crois, je doute donc je crois, Chantal Delsol a un livre récent qui s'appelle L'âge du renoncement. Une idée que en ce moment les sociétés occidentales, comme on les appelait, se sentent un petit peu dans une certaine anxiété, mais il y a la possibilité donc du renoncement volontaire ou social. Alors pourquoi The Beast? Vous vous demandez ça. Eh bien c'est là où vient de nouveau l'héritage de Karl Marx, c'est que The Beast peut être ou bien la consommation effrénée, le consommisme, comme on l'appelait dans notre jeunesse, mon frère, le consommisme, non c'est pas ça? Consumérisme, allez, on y va. Le consumérisme, mais aussi le danger que l'État, au nom du bien commun, ça c'est une biste aussi, au nom du bien commun, avale toutes les ressources par la voie de la taxation sans bénéfice immédiat que l'on puisse déceler ou mesurer. Et ça, j'aime autant vous dire, c'est pas un problème académique. Donc, The East and the Beast, pour moi, avec toute l'élément un petit peu poignant qui existe dans notre époque, est une bonne description, une meilleure description que The West and the Rest, parce que, en fait, ça fait un petit peu déjà vieux jeu, et pourtant, Madison ne l'a écrit qu'il y a une dizaine d'années. J'utilise exactement cette même métrique pour insister sur l'élément classe moyenne. Classe moyenne, pays moyen, ni trop petit, ni trop grand. Je ne parle pas là de l'Europe. C'est un autre sujet. Pays moyen. La classe moyenne se définit dynamiquement. Nous l'avons tous vu, nous l'avons tous dit, chacun à notre manière. Et quand elle monte, c'est une chose, mais quand elle descend, c'est une autre. Et c'est en train d'arriver dans beaucoup de pays. Je ne vais pas donner d'exemple parce que le dernier point que j'ai vous fera comprendre exactement quels pays peuvent être donnés comme exemple. C'est toujours les nôtres, de nouveau le Mare Nostrum. La proximité est essentielle à la communauté. On l'a dit ici, il y a le principe de la proximité qui est parfois traduit par principe de la subsidiarité. Quand on est proche, l'effet civilisation et surtout ces histoires de lutte, de conflit, de civilisation s'estompent parce qu'on est proche.
J'ai déjeuné à côté de l'un des présentateurs, on a parlé avec tout le monde, mais à côté d'Abdelkader. C'est pas parce que son nom m'a fait rêver à ma jeunesse folle, mais c'est parce qu'il n'y a pas de doute qu'on s'est mieux compris, parce qu'on s'est parlé. Donc la proximité est plus importante que la civilisation vraie ou inventée. Et c'est là où la communauté atlantique a peut-être une chance de s'affermir. C'est en donnant des exemples concrets de proximité. Ah, comme l'a dit Claire Spencer, c'est très loin, l'Afrique australe, mon Dieu, la Patagonie. Bien sûr, par rapport à Londres, c'est tout à fait clair. Mais c'est un petit peu moins loin peut-être si on a une connaissance mutuelle, si on sent qu'il y a une appartenance, au moins, entre les diverses appartenances que nous avons. Il y en a une au moins qui est commune, c'est le Mare Nostrum du XXIe siècle. Il n'y a plus d'Occident, il n'y a plus d'Orient, il n'y a plus de Nord, il n'y a plus de Sud. Il y a une gigantesque culture océanique. Et en terminant, je dis océanique avec un sens. C'est que, comme on l'a déjà dit ce matin, cette mer ici à côté, c'est l'Atlantique. On peut y aller et plonger dedans, comme j'ai fait aujourd'hui au petit matin. Merci.